Bonjour et bienvenue dans le journal de Sifacom TV. Nous sommes le mardi 23 avril et tout de suite, les principaux titres de cette édition. Les manifestants contre le mariage pour tous continuent de faire entendre leur voix. Nous les suivrons lors de 2 événements à Paris. La réforme de l'éducation nationale, là aussi, les profs sont dans la rue pour une décision du gouvernement qui a du mal à passer. Sport urbain né en France, le parcours. Nouvelle discipline pour des acrobates en herbe. Autre sport, numérique cette fois, nous irons à Cologne pour le tournoi international de Call of Duty, un jeu vidéo en ligne. Et tout d'abord cet événement mondial, la sortie en 3D du cultissime Jurassic Park. 20 ans après, les dinosaures sont de retour dans nos salles, plus impressionnants que jamais. Un reportage de Ghislain Maillard et d'Alex Lumière. Ils arrivent, et ils étaient très attendus. Dimanche dernier, les dinosaures de Jurassic Park ont fait escale au Grand Rex. C'était le premier volet de la saga à être diffusé en 3D. Et à l'occasion du 20e anniversaire de sa sortie, les fans ont fait les choses en grand. Là, c'est l'occasion de le voir au cinéma, en 3D en plus, donc au grand large. On n'a pas voulu rater ça, quoi. Et moi, Jurassic Park, je l'ai vu quand j'avais 5 ans, j'étais vraiment tout petit. Donc le film m'a beaucoup marqué. J'ai vu la suite beaucoup plus tard. Et depuis que j'ai vu le film, j'ai toujours dit que je voulais revoir le film un jour au cinéma, quoi. Donc, You said you've got a T-Rex. Say again. We have a T-Rex. Défier le T-Rex au Grand Rex, ça tombe presque sous le sens. Mais la 3 dimensions apporte-t-elle réellement plus de frissons ? Must go faster. À la sortie de la salle, les premiers avis se font entendre. agréablement surpris. Déjà, la 3D était vraiment bien. Et ils ont dû un peu retoucher les images parce que les CGI, elles passaient super bien. Tu te sens vraiment dans la jungle parce qu'il y a cette profondeur où tu vois les montagnes et tout, vraiment le décor en profondeur. Donc c'est un film qui était fait pour la 3D à mes yeux. Depuis ses 20 ans, depuis 93, franchement il n'a pas pris une ride ce film. Et ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui aiment ce film, je vous conseille d'aller le voir. Et vous le regarderiez dans les yeux, le Grand Rex ? Jurassic Park en salle à partir du 1er mai. Après des mois de discussion, la loi sur le mariage pour tous est passée à l'Assemblée nationale. Ambiance autour du Palais Bourbon, des images de Léo Kellerman et Maxime Gay. Bravo! Impossible de s'exprimer pour Frigide Barjot face aux partisans du mariage pour tous. Continuez le combat! Mais nous continuons, monsieur. Barjot, guignol! Tu t'es fait rincer par les PD, espèce de salope! Fasciste, nazi! Il est 17h30, la France est le 14e pays au monde à donner aux homosexuels le droit de se marier. Place Baudoyer, une foule s'est réunie pour manifester son soutien à la nouvelle loi. Aujourd'hui, c'est une journée historique, puisque enfin la démocratie s'enrichit d'une loi supplémentaire. Et quelle loi ? Une loi qui a cheminé longuement dans des méandres où il y a eu des blocages, l'anti-parlementarisme. Une grande avancée, une loi qui est un symbole de l'égalité, qui fait partie de notre devise française. Il était temps qu'on s'en souvienne. Et c'est la fin pour nous, c'est la fin de la stigmatisation de la population homosexuelle. Les opposants sauront-ils accepter le vote du Parlement ? Si certains ont pu penser que le débat autour de l'égalité avait déjà trop duré, qu'en sera-t-il alors de la question de la PMA, procréation médicale assistée ? Et pour revenir sur le mariage pour tous, cette image qui passe mal. Des députés du Front National et du l'UMP marchent ensemble et provoquent l'indignation des manifestants. C'est un reportage de Lisa Runer et Xavier Bolzinger. Le 24 mars, vous étiez là et on a voulu vous bâillonner. Bâillonner et ignoré par le gouvernement, c'est le sentiment qu'ont eu les manifestants anti-mariage pour tous. Après le vote de la loi au Sénat, ils se sont encore réunis pour crier leur colère ce dimanche 21 avril, place d'Enfer Rochereau. En tête de cortège, les élus se portent en représentants du Code civil. Mais l'image qui va faire polémique, c'est celle de Gilbert Collard, député du Front National, défilant aux côtés des élus UMP.
Ce symbole de la droite manifestant aux côtés de l'extrême droite peut-elle créer des tensions au sein de la classe politique? Les slogans appelant au référendum sont toujours très présents. Le vote de la loi à l'Assemblée nationale mettra-t-il fin à ce feuilleton? Frigide Barjot, chef de file du mouvement, a déjà appelé à traduire dans les urnes cette contestation. Elle va présenter des listes aux prochaines municipales. L'ambiance électrique a laissé place dans la soirée à des affrontements avec les forces de l'ordre. La réforme de l'éducation nationale concernant les horaires de cours fait encore des indignés parmi le corps enseignant. Ils étaient dans les rues de Paris pour protester contre les nouveaux rythmes scolaires. Un reportage de Gaël Montrop-Hippolyte et d'Alex Lumière. C'est en Cadence que les professeurs ont manifesté ce week-end contre les rythmes scolaires. Un rassemblement organisé en région parisienne où les enseignants mécontents sont venus de toute la France histoire de se faire entendre une dernière fois. Un coup de gueule contre une réforme qui a d'ores et déjà été votée par l'Assemblée nationale. Et on dit non, on dit non, on dit non, non, non. Que voilà, la réforme est votée, donc ce sera fait pour la rentrée, mais qu'on essaye quand même de voir sur le long terme, notamment après les programmes. C'est pas parce qu'on allège la journée d'1h30 que les élèves seront moins fatigués, puisqu'ils seront toujours en collectif après l'école. Non, non, on ne veut pas. Aujourd'hui, les effectifs sont quand même de plus en plus chargés dans les classes et c'est la priorité qui doit être choisie par le gouvernement. L'investissement dans l'éducation est nécessaire, il ne faut pas le voir comme un coût exclusivement. Pour soutenir les professeurs, certains parents d'élèves ont également fait le déplacement. Nous sommes des parents d'enfants qui ont moins de 10 ans. Et ce qui nous déplaît, c'est la réforme des rythmes scolaires. Voilà, surtout ça. Des politiques sont venus partager leurs inquiétudes face à la cause des enseignants. On attendait une grande réforme avec beaucoup d'ambition éducative. Et en vérité, on a une toute petite réforme avec peu de moyens de changement. Bien sûr, il y a eu les 60 000 postes annoncés. Mais au-delà de ça, sur la formation des maîtres, sur l'ambition en matière de culture commune pour tous, l'ambition d'égalité, le rétablissement complet des réseaux d'aide, des RASAID, sur toutes ces questions, il y a beaucoup d'insuffisances dans la réforme. Donc on a une réforme très décevante par rapport à l'ambition éducative qui avait été affichée au départ. Les professeurs, impuissants face à la situation, espèrent que la loi ne sera pas votée au Sénat dans les prochains jours. Les transports en commun maintenant. Retard, train annulé, agression, les problèmes s'accumulent sur le RERD. Un reportage de Jenny Bassinet et Kylian Hébert. Samedi 13 avril, 11h45, gare de Cesson. Ce train a déjà 15 minutes de retard. Malheureusement, c'est une habitude pour les usagers de la ligne D. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retard dans le RER, les trains ne sont jamais à l'heure. Pour pouvoir être à l'heure au travail, on est généralement obligé de prévoir 1 ou 2 trains d'avance. Peut-être qu'il y a des mesures qui sont pas prises. Depuis le début de l'année, un train sur 2 est en retard sur la ligne D du RER. Le soutien associatif des usagers révoltés de la ligne D, appelé également SADUR, tente d'accélérer les processus pour débloquer cette situation. Le matin à Villeneuve-Saint-Georges, c'est souvent qu'on voit le train de la branche Melun qui laisse passer le train de la branche Corbeil parce que c'est le train de Corbeil qui doit arriver à Paris avant le train de la branche Melun. Pour nous, clairement, les infrastructures sont à revoir. Ça fait des années qu'on réclame le doublement du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord. Le tunnel, il faudrait compter quelque chose comme 2-3 milliards d'euros. La SNCF affirme ne pas avoir les fonds nécessaires. Une seule possibilité, l'augmentation du titre de transport. Un abonnement en région parisienne, ça coûte vraiment très très cher. Quand je vois les tarifs en province avec une qualité de service qui est meilleure et avec des prix qui sont vraiment plus bas, je me pose vraiment des questions. Pourquoi on paye aussi cher pour un service aussi déplorable? Un prix du billet déjà élevé qui ne couvre pas non plus les besoins de sécurité revendiqués par les voyageurs. La SNCF a pourtant déployé des moyens de vidéosurveillance dans les rames. Une mesure jugée insuffisante. Est-ce que ça dissuadera tout le monde? Certainement pas, surtout que dans certains témoignages concernant Grigny, il était indiqué que les gens avaient des cagoules. Je comprends que certains passagers ne se sentent pas en sécurité, surtout le soir, parce que les agressions ont plus lieu le soir, forcément, là où quand il y a moins de personnes, quand
il y a moins de policiers, etc. Donc... Mon cousin, il a été victime d'agression dans le train et je sais que ça l'a un peu traumatisé pendant un moment. Il a voulu remonter, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile. Les passagers du Melun-Paris sont fatigués. Ils se demandent si la ligne du RERD pourra être un jour fréquentable. Et à côté des rails de métro, un coin de verdure. Dans le 18e arrondissement, à Paris, un potager collectif réunit une communauté d'amoureux de la nature. Un reportage de Delphine Garel. Ce matin-là, au cœur du 18e arrondissement de Paris, un petit coin de verdure résiste grâce aux habitants du quartier. Comme chaque dimanche au Bois d'Ormois, les riverains se réunissent. Aujourd'hui, Boris montre à sa petite fille comment entretenir ce bel endroit. Ah non, je ne voulais pas le retirer, tu le retires toi maintenant. Non, t'as plus qu'à l'enfoncer. Taper sur lui, voilà. Abandonné pendant 20 ans, ce jardin a gardé l'esprit sauvage. Ses parcelles sont collectives, mais pas de panique. En cas de chou blanc, Tanguy est là pour nous prêter main verte. Dès que les beaux jours arrivent, on voit tout à coup arriver des nouvelles têtes qui viennent se présenter. Mais un jardin, ça doit vivre toute l'année, et donc ça tient essentiellement. Il y a une quinzaine de personnes qui tiennent le jardin toute l'année. En supplément du jardinage, d'autres activités, la mosaïque ou la construction de cabanes, sont proposées aux grands comme aux plus petits. Mais tout de suite, direction le potager, où Virginie plante ses radis. En fait, c'est mon père qui s'appelle Phil, qui est dans l'association, c'est celui qui a fait la mosaïque du dragon. Et donc il m'en a parlé, on est venus ensemble. Et ensuite, c'est devenu notre rituel du dimanche. Désireuse d'ouvrir ce poumon vert au plus grand nombre, l'association Bois d'Ormois a multiplié les initiatives en ce sens. Il n'y a pas de siège très confortable, mais d'ailleurs si vous trouvez un siège sur votre chemin, parce qu'ici tout est en récupération. C'est-à-dire que la cabane à l'entrée, elle est construite entièrement avec des matériaux de récupération trouvés dans la rue. Et c'est gratuit, et c'est joli, et on rencontre des gens. Enfin, c'est vraiment un endroit, je trouve que c'est rare les endroits comme ça dans Paris. Les endroits comme celui-ci se font rares, c'est pourquoi nous devons les préserver. Sport désormais, c'est au tour de Bercy que nous allons vous faire découvrir cette discipline française qu'est le parcours. Ses membres se font appeler les traceurs et ils sont de plus en plus nombreux à le pratiquer. Un reportage de Grégory Ninet. Des sauts au-dessus du vide, des murs de plusieurs mètres de haut, des obstacles qui peuvent vite paraître infranchissables. Le plus souvent, la distance n'est pas la première difficulté pour ces sportifs qui s'essayent au parcours, mais bien le vide à franchir. Nous, on a choisi de monter cette association, donc Parcours Paris, pour cadrer les pratiquants, pour pas qu'ils débutent avec des mauvaises bases, qui se blessent bêtement. Cadrer des pratiquants pour qu'ils évoluent à leur rythme, dans un milieu le plus sécurisé possible. Une discipline qui n'est pas sans risque et qui pourtant reste accessible au plus grand nombre. Alors, ce que j'aime bien dans cette discipline, c'est le fait de pouvoir bouger un peu partout, et en fait je trouve que au quotidien on est tous un peu enchaînés dans nos barrières et tout, donc c'est sympa, mais j'aime bien quand t'as un mur de pouvoir le traverser avec style, quoi. Surtout moi ce qui me plaît dans le parcours, c'est surtout le fait de transformer tout ce que les gens prennent pour des obstacles, genre même que ce soit les bancs, les poubelles, même les immeubles. Les traceurs qui font du parcours, ils le prennent au contraire comme un moyen d'évoluer plus vite, et c'est ça qui me plaît. Les premières valeurs qu'on essaye d'inculquer, c'est déjà le goût de l'effort. Voilà, avoir cette volonté de répéter un exercice physique ou un exercice technique, atteindre ce niveau de rigueur dans le parcours, c'est déjà bien, parce qu'on essaye premièrement à atteindre avec nos adhérents. Ensuite, il y a tout ce qui est la discipline, voilà, savoir comment réagir face à l'obstacle, gérer ses appréhensions et l'afflux d'informations dues au stress ou aux peurs. Et enfin, persévérer dans un mouvement et ne pas lâcher prise parce qu'on n'y arrive pas. Un goût de liberté et un sentiment d'exception poussent ces jeunes à aller plus loin dans l'art du déplacement. Sport d'un tout autre genre, avec l'improvisation théâtrale. Née au Québec dans les années 70, c'est une activité qui se répand en France et qui connaît un succès grandissant. C'est un reportage préparé par Hélène André et Paul Rosé. Beau temps sur Cuba aujourd'hui. Oui. La guerre est loin.
Vous n'avez pas été mobilisé? Non, j'ai refusé d'y aller. Lâche. Un duel pour un spectacle neuf, une histoire écrite en même temps qu'elle se joue, l'improvisation est une pièce éphémère où les inspirations s'entrecroisent. L'important en impro, c'est de raconter des histoires, parce que ce qui est impressionnant et intéressant, c'est, voilà, l'impro elle commence, il y a un mec qui est dans un sous-marin, l'autre il est sur une montgolfière. Le public va faire « Oh la vache, comment ils vont faire pour se rencontrer ?» C'est possible, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ils vont créer une histoire avec deux personnages qui ont les extrêmes, quoi. De plus en plus, le public retient la personne qui fait rire. Normalement, c'est pas ça, c'est... Comme on raconte une histoire, on ne cherche pas à être drôle. Les vannes, elles vont venir toutes seules si on n'y pense pas, et donc, du coup, ça deviendra drôle s'il le faut. Si ça ne devient pas drôle, ce sera juste une bonne histoire. Deux équipes, quelques allures de compétition, mais le piège est bien de croire qu'il faut écraser son adversaire. L'impro est toujours un compromis entre l'idée qu'on donne et celle qu'on suit. C'est une dramaturgie sportive. À partir du moment où vous acceptez de jouer ce spectacle, vous en acceptez la dramaturgie. Ça n'est jamais qu'une dramaturgie. C'est-à-dire, oui, évidemment, on se fout d'avoir perdu ou d'avoir gagné. En revanche, moi, je ne joue que pour gagner. Se lancer sur scène pour plaire au public, mais la véritable victoire ne se remporte que lorsque les deux équipes joignent leurs efforts à l'écoute l'une de l'autre. Il faut absolument tenir compte de son partenaire. C'est la chose la plus importante qui soit en impro. Quelle que soit la chose qu'il fasse ou dise, le public l'a vu. Et à partir du moment où le public l'a vu et entendu, elle est en jeu, elle fait partie de l'histoire. Et ne pas la prendre en compte, c'est implicitement dire au public, lui quand il joue on s'en fout. Vous avez vu, je m'en fous, moi j'en tiens pas compte. Donc vous aussi, vous pouvez ne pas en tenir compte. Le but c'est de jouer ensemble, donc il n'y a pas vraiment de vainqueur, un truc comme ça. L'impro est réussi à partir du moment où les deux équipes sont ensemble. Parce que sur les matchs, il y a le vote du public pour savoir qui a préféré sur cette improvisation, il y a toujours un chouchou. Si le public n'arrive pas à se décider qu'il y a égalité, là c'est réussi. Parce que du coup, ça veut dire que les deux équipes ont vraiment joué de niveau égal et qu'elles ont vraiment joué ensemble. Et voilà, là c'est gagné. Tu veux mourir comment? Vite. Propre. Viril. On n'est jamais viril quand on perd son sang. Question. Tu mourras par terre comme la plupart des hommes. C'est encore là qu'on est le mieux. Le nez dans ta merde. C'est encore là qu'on est le mieux. Et maintenant, direction Paris Manga pour une immersion dans le monde de l'animation japonaise. Costumes, bande dessinée, films d'animation et jeux vidéo, FLM Pango et Kevin Ramasamy nous dressent un portrait de cette culture si populaire. Tenue de ninja pour Naruto ou bien de pirate pour One Piece, tous les amateurs de cosplay se sont donné rendez-vous. C'est la 15e édition du Paris Manga Show, Porte de Versailles. Transgression, folie douce ou fantaisie, ici la normalité ne veut pas dire grand-chose. Mais au fond, que signifie le cosplay? Le cosplay, c'est la fabrication de costumes. On peut aussi bien les acheter. Cosplay en anglais, ça veut dire cos de costume et play de jouer. Donc on joue un personnage. Moi, ce que j'attends spécialement au niveau du cosplay, c'est qu'il y ait vraiment des costumes qu'on ne voit pas spécialement tous les jours. Moi, j'aime beaucoup des costumes qui sont à la fois originales, bien qui sont inspirés de personnages. Je trouve ça vachement chouette, justement. Manga veut dire littéralement image dérisoire. 3 coups de crayon suffisent pour exprimer un sentiment, puis c'est devenu une bande dessinée. En France, le manga se place au premier rang de lecture et génère 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec la vente de produits dérivés. Mais le salon, ce n'est pas seulement la Japanimation. C'est aussi un moyen pour les amateurs de science-fiction de s'y retrouver autour d'un univers bien particulier. En général, il y a différentes diversités que je peux rencontrer, que ce soit le manga, la science-fiction, que ce soit même Star Wars, Stargate. Il y a tout plein d'univers différents et c'est vrai que c'est cool de pouvoir tous les voir dans un seul même contexte qui est justement le Paris Manga. Le salon propose aux visiteurs une sélection de ses meilleures bornes d'arcade. Curieux et passionnés vont pouvoir se régaler du rétro gaming et de nouveautés. Une belle occasion de rencontrer les amateurs du genre. Les plus courageux pourront même essayer de montrer leur valeur sur des jeux de course ou d'action, pendant que d'autres profiteront d'enflammer la piste de danse. Et après les jeux old school, on revient dans l'actualité avec le tournoi international de Call of Duty. L'e-sport gagne en puissance et nous en discuterons juste après avec notre invité Marion Petitbout.
Derrière ces écrans, 16 équipes européennes qui s'affrontent pour le titre de meilleure team d'Europe. Parmi elles, 8 intégreront la grande finale mondiale de Los Angeles. À la clé, une récompense d'1 million de dollars. Aujourd'hui, c'est le premier jour du championnat européen de Call of Duty. Les meilleures équipes européennes se rencontrent et s'affrontent pour une place à la finale mondiale de Los Angeles. Le premier jour, on va déterminer quelles sont les meilleures équipes nationales. Le lendemain, les champions s'affronteront dans un tournoi à élimination directe. Dès le début de cette compétition, 2 équipes françaises s'affrontent, Millennium et Supremacy. Un match en 3 manches, et en moins d'1 heure, Millennium sort gagnant. J'ai fait mon 2 de rage. On est super contents d'avoir gagné le match contre Supremacy. Ça fait de nous la meilleure équipe de France, incontestée. Donc là, franchement, on va profiter et on est super contents. Je vais enfin avoir Hollywood. Et ouais, ça fait super plaisir. Et ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis, ouais, on est au top là. On est super contents. Oh my God, Nick, come on! On a vu les compétitions de jeux vidéo se multiplier ces dernières années. Bien plus qu'un simple tournoi, cette discipline rapproche les nations autour d'une même passion, le e-sport. Ces concours de jeux vidéo sont comparés à du sport, en raison des qualités des participants qui font preuve de réflexe et de précision. De plus en plus de Français ne jouent plus uniquement par plaisir, mais y voient une véritable carrière. Bonjour Marion. Bonjour. Donc vous arrivez tout juste de Cologne. Oui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est le e-sport ? Le e-sport ou le sport électronique, c'est la pratique régulière de jeux vidéo sur console, sur LAN. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'ambiance à Cologne ? Alors, ce tournoi rassemble les meilleurs joueurs du monde. Ça reste une ambiance bon enfant, dans le sens où il n'y a aucune méchanceté, mais ce sont quand même des professionnels. Donc, ils ont une certaine pression, puis sachant qu'à la clé, il y a plusieurs millions de dollars. Les équipes s'envoient des piques, j'imagine, entre elles ? Oui, régulièrement. Oui, il y a quelques rancunes, parce qu'il y a plusieurs tournois. Petite anecdote, c'est quand même un milieu assez jeune. La moyenne d'âge, c'est 20 ans. Mais c'est surtout un milieu de garçons. Je me suis sentie un peu la seule fille dans ce milieu. J'imagine. Et vous parliez dans votre reportage également d'ambiance assez électrique, de tension. Est-ce qu'on peut considérer que le e-sport est un sport à part entière selon vous ? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de sport physique à la clé. On peut rapprocher ça des jeux d'échecs, par exemple. Mais il y a quand même un développement des compétences personnelles comme la réflexion, la communication, l'esprit d'équipe. Un travail d'équipe, toujours en équipe. Voilà, ouais. Ces grands tournois sont assez proches des Jeux Olympiques, par exemple, où ils ont quand même la pression des sponsors, il y a quand même un énorme gain à gagner. Les récompenses à la clé pour ce genre de tournoi peuvent s'élever à peu près combien, selon vous ? Plusieurs milliards de dollars. Ouais. Plusieurs milliards Plusieurs millions, excusez-moi, déjà c'est pas mal. Ce qui est déjà tout de même assez intéressant. Nous allons redonner la parole au studio. Merci Marion. Et à une prochaine fois, j'espère. Oui, au revoir. Si vous entendez une sonate de Mozart dans les rues de Paris, peut-être avez-vous la chance d'entendre Steve Villamasson, un pianiste ambulant qui partage son art avec tous les passants. Nous retrouvons Anna Rosselin pour en parler juste après. Depuis maintenant une dizaine d'années, Steve Villamasson arpente les rues de Paris accompagné de son piano ambulant. J'ai commencé le piano à 5 ans. J'en vis depuis l'âge de 19 ans, depuis ma première expérience dans la rue où j'ai eu rapidement quelques petits contrats qui m'ont donné envie d'essayer de développer ça. Et depuis, voilà, j'ai décidé d'être pianiste pour la vie et maintenant, voilà, j'alterne entre concerts et concerts de rue. Le projet Play Me I'm Yours débutera le 21 juin prochain en laissant place à une cinquantaine de pianos en libre service dans les rues de Paris. Des événements en tout genre seront organisés autour de l'instrument, de l'animation interactive au micro-concert. Mon activité rejoint quand même pas mal celle de Play Me I'm Yours. Naturellement, on en est venu à collaborer pour pratiquer ça ensemble. Donc moi, je vais offrir mon concours à la manifestation avec mon piano et ma participation réelle. Et en même temps, je vais aussi faire quelques micro-concerts organisés par Play Me
sur des pianos qui auront été donc décorés par les artistes. Anna Rosselin, bonjour. Bonjour Hélène. Alors on vient de regarder vos images, vous êtes réalisatrice. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à suivre ce pianiste un peu particulier. J'ai suivi Steve Villamasson dans le cadre en fait, de la préparation d'un web documentaire sur les pianos dans Paris. Et il me semblait pertinent d'aller en fait, à la rencontre de cet homme qui se balade de rue en rue pour donner, en fait, apporter de la joie de vivre aux passants et aux Parisiens. Donc vous êtes partie d'un projet sur les pianos dans Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces pianos? Alors, c'est un projet qui s'appelle Play Me I'm Yours et c'est un projet qui est assez beau parce que c'est 70 pianos installés dans les rues de Paris pendant 3 semaines et qui sont en libre service. Donc tout le monde peut jouer sur le piano et voilà. Est-ce que vous pensez que l'artiste s'est inspiré de ces pianos qui sont à la disposition de tout le monde, pour avoir l'idée de jouer en public et où il le désire en fait, ou c'est lui qui a un petit peu donné l'idée à ce phénomène musical? Non, parce que c'est un projet en fait, qui existe depuis les années 2000, mais qui a été monté par Luc Gérard en 2001 à New York. Et Steve Villamasson, il joue dans les rues de Paris depuis 10 ans maintenant. Donc je pense qu'il a dû en entendre parler, mais c'est en voyant en fait, jouer quelqu'un dans la rue qu'il a eu l'idée de le faire. Donc voilà, après, il semblait plutôt logique qu'il participe au projet, sachant que c'est totalement ce qu'il fait du mois d'avril au mois d'octobre. Et concernant les pianos libres, est-ce que vous avez quelques idées sur des endroits où sont situés ces pianos? Oui, alors il y en a partout dans Paris, notamment dans quasiment toutes les gares, devant aussi le Luxor qui viendrait ouvrir à Barbès. Il y en aura aussi à la Villette, dans beaucoup de parcs en fait, mais sachant qu'il y en aura 70, ils ne seront pas durs à trouver, quoi. Je vous remercie Anna Rosselin, on retrouve Paul en studio. Événement exceptionnel au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Après plus d'un demi-siècle de péripéties, la valise de Kappa a enfin été retrouvée. À l'intérieur, des photographies époustouflantes. Hélène André, Grégory Ninet. Les yeux de Badajoz témoignent. C'est le dernier espoir civil vers un discours républicain. Pour le reporter Kappa, voici le début d'un long périple photographique dans une Espagne en guerre. 2 mois plus tard, les images viennent figer la répression sanglante du nationalisme. Ouais, il y a comme une découverte autour des photos et on se rend compte de la réalité. Vu que c'est des photos, on voit vraiment comment ça s'est passé. C'est mon combat de toujours, donc républicain toujours, donc on aimerait bien que la 3e République aboutisse en Espagne. Les photos perdues en 1939 sont retrouvées 70 ans plus tard. Planches, vidéos, coupures de presse, la mémoire du conflit est passée à la loupe. Certains négatifs réagrandis ponctuent la visite. L'offensive du Rio Segre, la silhouette floue d'un homme saisi par la peur. Mais à côté du témoignage, on apprécie d'abord le style de l'auteur. Oui, moi la valise, c'est anecdotique. Bon, c'est un événement extraordinaire, mais c'est pas ça qui m'a fait venir ici. Je veux dire, il y aurait eu du Kappa ici, je serais venue voir Kappa. J'ai une impression mitigée, parce qu'en fait, nous on est en paix et on va voir la guerre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des parallèles à faire avec la Syrie, quoi. Les camps de réfugiés, ça se reproduit aujourd'hui, ici et maintenant, quoi. Donc c'est un éternel recommencement, c'est un peu désespérant sur la nature humaine, quoi. La valise de Kappa retrouvée en 2008 est probablement une ironie du sort. Peut-être le message posthume d'un reporter de guerre d'une éternelle actualité. Un hommage à Boris Vian cette semaine dans les salles, le chef-d'œuvre de la littérature française sous l'œil fantaisiste de Michel Gondry. Un reportage de Simon Cornevin et Delphine Garel. Ah, il y a une dansette convenable.
ce soir chez Bibi. Chloé, voici Cola. Cola, voici Chloé. Non, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Oui, il faut rester, s'il vous plaît. Absurde, poétique, surréaliste, on disait l'univers de Vian impossible à transposer sur grand écran. C'était un peu court. Et pourtant, le lunaire Michel Gondry a su par son inventivité bricolo et rêveuse adapter L'écume des jours, chef-d'œuvre de la littérature. Qu'en ont pensé les spectateurs le jour de sa sortie en salle? Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai trouvé qu'il y avait un dispositif incroyable pendant tout le long du film, et c'est un peu ce qui m'a dérangée. Je me disais, mais comment il a tourné tout ça? J'arrivais pas à cerner ce qu'il y avait d'animation, de technique, etc. et ce qui avait été tourné normalement, on va dire. Oh bah, c'est un film inracontable. Il y a tellement d'effets spéciaux, de choses un peu étranges, bizarres. Hein. C'est magique, j'ai envie de dire. C'est vraiment un spectacle. Pour le cinéma, c'est rare quand je suis surpris, parce que je fais beaucoup au cinéma. Et là, c'est vraiment chaque image, chaque plan, c'est vraiment plein de magie dans les yeux. C'était très bien. J'aime beaucoup Michel Gondry et L'écume des jours. J'avais peur d'être déçue et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est un film un peu compliqué. Hein. C'est rempli de gags, de plein de trucs, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. Bon, la durée est déjà importante, très longue, 2 heures. En même temps, il y a des longueurs et d'un autre côté, on a envie de revoir faire des arrêts sur image pour détecter tous les petits détails, parce que c'est ça. Enfin, j'ai trouvé ce film hyper généreux, quoi, comme Gondry sait le faire. En plus, la distribution est formidable, parce qu'il y a Romain Duris, il y a Gad Elmaleh, il y a Audrey Tautou, donc oui, ça donne vraiment un relief en plus à l'histoire. Ouais. Je vois pas d'autres réalisateurs qui auraient pu le faire aussi bien. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate... Bon, moi, je pense le contraire. Tu as vieilli 10 ans, 8 jours. C'est la maladie de Chloé qui nous a mis un coup. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. C'est moi contre toi. Et maintenant, on retrouve Jenny Bassinet en direct de la Porte de Montreuil. Jenny, est-ce que vous m'entendez? Oui Hélène, je suis actuellement au périphérique de Paris à Porte de Montreuil. Emprunté par 1,3 million de véhicules, ce périphérique fête aujourd'hui ses 40 ans. Inauguré par Pierre Messner en 1973, et je me souviens plus de la suite. Voilà, merci Jenny pour vos précisions. Donc un bon anniversaire au périphérique. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Et nous tenons à remercier tous les bachelors pour leur participation à ce journal. Merci.